fait que c'est compliqué. Ici on a la chance à Landbern, c'est qu'on est sur un plateau, donc les pentes sont très faibles, un plateau composé de pseudoglais. Donc le pseudoglais c'est un schiste qui est décomposé. À la base on est ici sur un schiste briovérien, donc qui correspond à ce qu'on appelle au bassin schisteux de Châteaulin, donc, qui est compris entre les montagnes noires donc, côté sud et les monts d'Arrée et le massif granitique de Quintin côté nord. Donc c'est une vaste vallée qui est notamment utilisée par le canal de Nantes-Bresse et l'Aulne. Et donc on est plus bas, on est sur des secteurs un peu plus riches au niveau agricole. Et en fait ici on est sur la pointe de ce bassin qui vient mourir en gros, allez on va être sympa jusqu'à presque Saint-Nicolas-du-Pélem, mais ça fait vraiment une pointe très fine sur la fin. Et le pseudoglais, la particularité c'est que c'est donc une terre qui est très humide, très froide et très oligotrophe, donc oligotrophe pauvre en nutriments, très acide aussi, et donc qui va porter par secteur des landes et des tourbières. Donc l'eau ne s'infiltre pas, c'est hydromorphe. Hein. Dès que vous creusez une cuvette, en fait, s'il pleut beaucoup, ce qui est le cas ici, on a donc des cuvettes qui se forment, donc des mares, et souvent ces mares sont colonisées par des végétations tourbeuses qui forment à terme des tourbières ou des landes tourbeuses. Donc ici on a donc un sentier découvert qui fait 2 km en aller-retour. Hein. Vous voyez qu'on a ici des écritures en relief, voire en braille. Un panneau qui est épuré, qui est simple, incliné à 45 degrés pour que les personnes en fauteuil notamment puissent venir s'approcher au plus près. Et donc on a eu cette labellisation tourisme handicap depuis maintenant 2 ans, et donc il est utilisé par des gens du coin, notamment des ESAT, des IME, des personnes en libre. Bon, la fréquentation reste tout de même faible, mais on a des fois des groupes qui viennent de plus loin. Je sais qu'il y a eu notamment des groupes qui venaient de Dinan, c'est arrivé du Morbihan. Mais ils peuvent y aller en chariot? Ouais, si, justement. Alors on a 3 familles de handicap qui ont été labellisées sur 4, mais on savait d'ores et déjà parce qu'on n'a pas mis de borne audio, on n'a pas d'alimentation électrique, on est à l'ombre, donc pas de possibilité de mettre des panneaux solaires, et puis on ne voulait pas avoir un investissement trop lourd, enfin on ne voulait pas et on ne pouvait pas. Ça nous faisait tripler le budget de mise en place de ce sentier avec juste une borne audio, quoi. Donc on a le handicap visuel, le handicap mental et le handicap moteur. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui a été finalisé en 2012. Voilà, donc on avait déjà ce chemin, je vous l'ai dit, qui existe depuis 1994, qui est déjà un chemin ancien. Et ce qui est nouveau, je vais vous le présenter après, mais on a créé donc le chemin périphérique de la réserve, donc ce qu'on appelle le chemin de découverte de la réserve de Landbern et du site de la Grande Tranchée du canal, qui fait, quand on le fait en totalité, 11 km, avec une option de le faire à 6 km, avec un raccourci. Donc ce qui fait qu'on offre un peu tout le panel, 2 km ici en aller-retour, 6 km si on fait la boucle intermédiaire, et 11 voire 12 km, puisqu'on a rajouté une petite boucle qui va jusqu'à une fontaine, qui était la fontaine du camp des Bagnards, qui existait de l'autre côté du canal, ici sur Glomel. J'en ai avec moi là aujourd'hui. Ouais. Ça va? Je passe au panneau de la réserve? Les boucles, est-ce Oui. qu'on peut les avoir sur internet? Oui, on les a en version numérique aussi, en PDF. Mais c'est le site de la mairie ou c'est le Non, c'est l'AMV en fait. D'accord, Vous adressez à l'AMV par mail. c'est le site de l'AMV. Ouais, Ok. ouais. Alors on a un site également, c'est Réserve naturelle de Glomel, le site internet de l'asso. Et sinon, je peux vous donner le mail, mais je vous donnerai les plaquettes à la fin, et il y a le mail de l'association. On est que sur la commune de Glomel? Ouais, Oui, il y a que sur la commune de Glomel. ouais. Alors, je vais commencer par l'aspect réserve naturelle. Donc, je vous l'ai dit, ça a été créé et labellisé en 2008, cette réserve naturelle régionale, hein, à l'inverse de celle de Cédric, qui est une nationale. C'est donc un décret du Conseil régional de Bretagne qui a créé cette réserve. Et je dirais en rigolant qu'on aurait pu être la première réserve naturelle régionale de Bretagne et que ça ne s'est pas fait pour des histoires toutes simples. En fait, le président de l'époque était relativement hostile au terme réserve naturelle. C'était ça. En fait, en 2003, on a été approché par la région, on avait tout ce qu'il fallait, un plan de gestion, pas mal d'expérience et de retour d'expérience, un site assez cohérent, riche, etc. Donc, mais bon, ça ne s'est pas fait, donc on a redéposé, j'ai retravaillé moi sur le dossier en 2006, dépôt en 2007, labellisation en 2008. On est ici, donc je vous ai dit, sur une réserve naturelle à Glomel qui est en 2 parties, les Landes de Landbern au nord, où nous sommes, qui est le site le plus vaste, et le Marais de Magorpenvern, qui est au sud de la commune. Donc Landbern fait en réserve classée 75 hectares, mais la fondation des chasseurs, dont je vous ai parlé tout à l'heure là, est propriétaire, enfin nous sommes propriétaires actuellement de 92 hectares. C'est-à-dire qu'on a acheté des territoires depuis le classement et qu'on mettra à terme dans le giron de la réserve. L'autre site, le Marais de Magorpenvern, fait environ 35 hectares. Ce que vous pouvez retenir, c'est que globalement, c'est des zones humides,
pratiquement intégralement. C'est des zones sur lesquelles on va retrouver globalement des landes, des bas marais, des tourbières, donc ce qu'on appelle des milieux acides, humides, oligotrophes. Donc acide, voilà, pH ici qui descend dans certaines mares tourbeuses jusqu'à 3,5. Globalement on est sur du 5. Humide, il n'y a pas de souci, vous voyez, donc saturé en eau une bonne partie ou totalité de l'année. Et donc oligotrophe, pauvre en nutriments, on est vraiment sur des choses pauvres qui conviennent bien notamment aux formations de tourbières ou de landes. Donc la réserve, en fait, son intérêt principal se situe au niveau des habitats et de la flore, plus que de la faune. Peut-être l'inverse de Saint-Brieuc pour le coup. Donc on a ici une cinquantaine d'habitats décrits sur la réserve, ce qui est beaucoup, puisque la réserve actuelle fait 108 hectares. Et on est sur le site naturel protégé des Côtes d'Armor qui possède le plus d'espèces floristiques protégées. On est 7 espèces protection nationale au niveau de la flore, par exemple, en Côtes d'Armor. Et on a 11 habitats d'intérêt communautaire, donc au titre de Natura 2000, dont 4 sont des habitats d'intérêt prioritaire. Alors, je ne sais pas si ça vous parle tout ça, moi je vous donne des grandes angles. Bref, on est sur un site vraiment qui est majeur et qui est important. Et en gros, on pourrait dire que lorsqu'on a souhaité créer la réserve, on n'a pas eu de difficulté à justifier du patrimoine naturel ici du site, quoi. Pour faire simple, la réserve de Landberne est distribuée en plusieurs secteurs. On a travaillé, donc on est garé ici, on a travaillé ici donc, sur un secteur plutôt bocagé, vous avez vu, sur un talus ancien, composé de chênes et de hêtres. On est donc ici sur le tiers nord sur un système bocager ancien, avec des parcelles relativement petites, entourées d'arbres, de talus, notamment de talus de feuillus. On va retrouver là-dedans des aspects boisement humides, des aspects prairiaux. Donc ici on a des prairies humides. Donc plus c'est foncé, souvent plus c'est humide, en fait, dans ces codes couleurs là, de simplifier de la carte de végétation. On va déjà retrouver quelques secteurs de landes qui apparaissent ici en violet. Et la grande majorité du site, donc si on enlève ce premier tiers, en fait, donc les 2 tiers restants, est composé de milieux ouverts, composé de landes humides à tourbeuses, avec quelques petites enclaves de tourbières qui sont un peu interpénétrées au milieu de ces landes. Donc ce que je vous disais, c'est que si on prend les 2 points de la réserve, on est pratiquement à 2 km, donc c'est quand même déjà grand. Si vous êtes là, en ligne droite, ça vous occupe déjà un peu. Et donc majoritairement, ce sont des milieux ouverts, notamment landes humides qui dominent ici. Environ, entre les landes humides et puis les tourbières, on est, on va dire, à peu près à une quarantaine d'hectares, donc c'est-à-dire à peu près la moitié du site, quoi. Un peu plus de la moitié. En termes de gestion de ces landes, on a 3 grandes modalités de gestion. On va avoir une gestion par pâturage, notamment sur la partie ici et les petites prairies qui sont ici au nord-ouest, tout près d'où on était en fait. Le groupe qui est descendu plus bas a traversé en fait des parcelles qui sont pâturées en hiver. Pour ce faire, on est propriétaire d'un troupeau de chevaux de double poney. Et on a en plus en renfort cette année des vaches rustiques nantaises, une race rustique bretonne, qui pâturent donc environ une trentaine d'hectares sur le site. Et ça, on le gère en régie, c'est moi qui m'en occupe en direct. Ensuite, on va retrouver un grand secteur de landes qu'on appelle les landes fauchées. Donc, vous voyez ici, je vous montrerai tout à l'heure la machine qu'on a achetée qui nous sert à gérer la lande. Donc c'est une technique traditionnelle de gestion ici, puisque majoritairement le site, depuis 400-500 ans, on en est certain, était utilisé comme source de litière par fauche exportation. Donc on reproduit ça, pas avec les mêmes modalités, puisqu'on ne fait pas ça à la main et à la faux, mais on a mécanisé. Et en fait, la dernière partie de la réserve, qui est la plus sauvage, qu'on appelle la lande remaniée, puisqu'elle a été chahutée lors des travaux de creusement du canal de Nantes à Brest, notamment du site de la Grande Tranchée, qui est juste ici. En fait, on est sur un truc très sauvage, donc là on opère une non-gestion, une non-intervention choisie, décidée. Alors, non-intervention, il y a 2 niveaux. Il y a soit une non-intervention totale, on ne fait rien. Là, on est vraiment très strict aussi sur l'accessibilité des personnes. Donc ici, le public n'est toléré que sur les chemins, balisés, ouverts au public. Mais on a quand même une tolérance ici sur les parties avec des enjeux faibles. Notamment ici, on a beaucoup de gens qui viennent aux champignons, qui viennent aux murs, un petit peu aux châtaignes. Et ça, dans notre règlement, nous, on l'a inscrit. C'est vrai que ça fait une différence avec les réserves nationales. C'est que notre décret, en fait, on a proposé des choses au niveau de du règlement interne et qui ont été validées et qui sont mentionnées. Par contre, pardon ? On va dire sur ça, initialement dans toutes les réserves naturelles de France, tout ce qui est cueillette, c'est interdit. Oui. Tout ce qui est cueillette, prélèvement, quel que soit le végétal ou l'animal, protégé ou non protégé, c'est interdit. Nous, on a spécifié du coup ce qui est toléré. Alors, à proximité des chemins est très appréciable, mais pour autant, ça fonctionne relativement bien.
Et de toute façon, si on avait fermé et interdit la cueillette totale ici, on se serait mis à dos une grosse partie de la commune. On a beaucoup de gens ici qui habitent au bourg de Gomel, qui sont des retraités, qui viennent aux champignons, etc., qui sont des gens qui aiment la nature globalement, et voilà, on aurait une source de conflit. Et moi, c'est vrai que personnellement, j'ai milité pour ça, et je trouve que c'est un peu particulier comme règlement, mais je trouve qu'aussi la nature, ici on est comme dans des zones assez reculées, assez paumées, où les gens utilisent encore la nature, et je trouve important qu'ils continuent à le faire. Je trouve que les gens sont plus sensibles des fois aux problèmes de pollution, de gestion, quand ils consomment directement des produits. Oui, puis ça va être aussi un moyen de transmettre, parce que ces gens, ils ont peut-être des petits-enfants. Bien sûr. Donc c'est un moyen de transmettre aussi le savoir, à d'autres générations. Intergénérationnel. Donc en ce sens-là, c'est aussi important. Et puis ça permet aussi de dire que protéger la nature, ça n'empêche pas de vivre non plus. Oui, voilà. Tout à fait. Ici, de toute façon, c'est c'est ce qu'on dit. énervant, En rigolant, on pourrait dire qu'on n'est pas sur une zone naturelle parce que c'est une zone qui a été créée et façonnée par l'homme ici. En fait, on en est à peu près certains, on en est même certains, je vous en parlerai peut-être plus longuement cet après-midi, notamment avec les études palynologiques, donc des carottes qu'on fait dans les tourbières. On sait qu'on a des perturbations pratiquement depuis le début de la création du site ici. Et donc on remonte comme à 1700 ans d'histoire. Donc on a déjà un bel aperçu en fait de ce qui est somme toute faible pour une tourbière, mais ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, le dernier tiers, donc la lande remaniée, qui possède beaucoup de mares, qui est très difficile d'accès, sur lequel vraiment Alors ce que je disais, c'est qu'on a deux modalités, donc soit on ne fait rien, strictement rien, sur des secteurs dont on a décidé, et sur d'autres secteurs, notamment des secteurs un peu plus dynamiques, où les arbres vont avoir tendance à pousser, on peut s'autoriser de gérer, de limiter les ligneux, notamment les jeunes bouleaux qui se développent, mais on s'arrête à ça, on ne gère pas plus. Voilà dans les grandes lignes. Donc la réserve est connue aussi pour porter pas mal d'espèces, notamment des espèces liées aux tourbières, comme les plantes carnivores, donc la grassette du Portugal ou la Drosera intermédiaire. On a toutes les plantes carnivores bretonnes ici terrestres sur le site, donc les deux Drosera et la grassette. En termes aussi de connaissance du site, on a trouvé une hache polie lors de travaux de création d'une mare qui était datée à moins de 1500 ans avant Jésus-Christ et qui a été créée en fait avec le grès de Pussulien, qui est un site qui s'appelle Kefenec, qui n'est pas très loin d'ici. Et qui permet déjà d'être certain qu'on avait déjà du passage d'hommes il y a déjà 6500 ans ici sur ce site. Et enfin, par rapport aux espèces, voilà donc les espèces caractéristiques et constitutives du site, notamment ici le lycopode inondé, qui est une fougère rare et protégée, protection nationale. On est sur la plus grosse station départementale, dans le département des Côtes-d'Armor, il n'y a que 4 stations si je ne dis pas de bêtises. On le suit de très près avec un comptage en lien avec le Conservatoire botanique de Brest, où tous les 3 ans on va compter l'intégralité des pieds, mesurer certains d'entre eux, etc., etc. Donc on fait un suivi très précis, on a environ 300 pieds sur le site connu. Le rhincospore brun, je vous en parlais tout à l'heure, c'est un peu une des plantes phares du site, même si elle n'a pas de statut de protection en tant que telle. C'est cette petite cypéracée, vous voyez, donc les fruits sont très bruns, un peu en forme d'obus, et ça fait des petits tapis gazonnants. Donc voilà ce que je vous propose de faire s'il nous reste le temps. C'est que là nous sommes sur une lande humide à tourbeuse, et vous voyez en fait on a mis le sol à nu sur un carré, ce qu'on appelle une placée des trépages. Et là-dessus en fait le rhincospore, qui est une plante pionnière, qui a besoin de milieux très ouverts, très éclairés, est reparti, entre autres parce qu'il y a deux types de modalités d'expression de la plante. C'est soit ces semences sont comprises dans le sol, notamment dans les sols tourbeux, qui sont vraiment des sols qui conservent très longtemps les choses. Vous savez qu'un bout de bois, un cadavre dans une tourbière se conserve très longtemps, car on est notamment sur un milieu anaérobie, donc sans air, dans lequel il y a peu de bactéries. On est sur des systèmes froids, très acides, on a tout pour conserver. Donc les semences peuvent se conserver très longtemps. Donc en décapant, les semences peuvent se retrouver au niveau du sol, et avec la chaleur, l'humidité et la lumière, elles vont se réexprimer et repartir. Ou sinon, on est sur des systèmes où on a des plantes qui sont ce qu'on appelle les anémophiles, qui disséminent leurs semences par le vent. Et donc grâce au vent, sur le site, vu qu'on a d'autres secteurs où la plante est présente, les semences vont arriver sur un secteur qui va lui convenir et ça va redémarrer et repartir. Donc voilà pour cette plante, le rhincospore brun. Et une autre espèce ici qu'on verra peut-être aujourd'hui, c'est la Pilulera globulus, à nouveau une fougère qui est toute petite et qui se développe dans plusieurs contextes, soit des mares, soit des ornières, soit des étrépages. Toujours en lien avec finalement, vous voyez, l'homme et la gestion par l'homme. C'est une chose importante.
Au niveau faunistique, quelques exemples de choses qu'on va retrouver sur le site. Le campagnol amphibie, donc un gros micro-mammifère qui fait jusqu'à 300 grammes, 40 cm de long que comprise. Il est hyper abondant ici. En fait, il se nourrit de joncs, notamment du jonc à cutiflore qui est très présent. De long. Ouais. Avec la queue. Ouais, mais c'est quand même assez volumineux. Hein. C'est-à-dire quand on dit micro-mammifère, tout le monde pense à des musaraignes qui font 3-4 cm. Là, c'est quelque chose d'assez 300 grammes, c'est pareil, c'est assez lourd, quoi. Donc c'est un animal qui a besoin d'eau et qui vit notamment à proximité des mares ou des cours d'eau ou des fossés humides. Sa petite particularité, c'est qu'il est passé protection nationale depuis 3-4 ans. Et vous êtes peut-être au courant qu'il y a un projet d'aéroport sur l'ouest de la France qui est relativement enquiquiné avec cette espèce notamment. Un autre oiseau qu'on verra je pense aujourd'hui, la linotte mélodieuse, on a des effectifs nicheurs très importants, donc c'est un oiseau plutôt des milieux ouverts, notamment des Landes, qui niche au sol, ou à quelques centimètres du sol. Et ici on s'est lancé sur un programme stock, donc un stock capture, donc un suivi temporel des oiseaux communs. Et donc on dispose de 12 filets, on capture les oiseaux, on les bague, et en fait on bague beaucoup de linottes sur le site, et on a déjà quelques premiers retours d'individus. Cette année, on a notamment capturé une linotte qui a été baguée au Portugal, par exemple, et on arrive à voir qu'il y a des échanges qui se font sur la façade ouest de l'Europe. Hein. Donc voilà, on rejoint un peu On a plus. combien en densité ici, les linottes? Je peux pas te répondre précisément. En fait, on a des rassemblements en ce moment, donc avant la migration, qui sont extrêmement importants, de l'ordre de 5, 6, 700 individus. Après, en effectif nicheur, c'est très compliqué de répondre à cette problématique. Je pense qu'on a entre 20 et 50 couples nicheurs à minima sur le site. On en capture en fait tout le temps. C'est pratiquement l'espèce qu'on capture le plus avec les tuyaux. Ouais. C'est un oiseau très joli. Oui. Il a été observé récemment à Longueux, compagnon amphibie. Alors il est en pleine explosion. C'est près de Saint-Hilaire. Il est protégé, donc il se développe 10 fois plus vite. Ouais, en fait je pense qu'il est très discret, les naturalistes s'y intéressaient assez peu également, mais je pense qu'il revient en force. Ouais. C'est un animal. Alors c'est un animal diurne, ouais. Alors, enfin c'est les deux, diurne et nocturne, D'accord. mais il est fortement possible de l'observer de jour. Ouais. J'en ai observé plusieurs fois. On essaiera de voir aujourd'hui, non pas l'animal, mais par contre ses fesses, qui sont assez caractéristiques. Ah oui. Ouais. Des linottes, il y en a aussi dans les lances de la côte. Oui, bah, les linottes en fait. Ils sont partis au bistrot, ils ont trouvé un bistrot, Ah, les autres. j'espère qu'ils sont pas perdus. Personne n'a pris Ils ont le au téléphone téléphone. à moi, mais je sais pas l'heure. Quelle heure est-il là? Il est Midi moins 20. Ouais, bah, je pense que le chantier trépage, on va le mettre de côté. On s'est début après-midi à voir avec tout le monde. Mais Oui, sinon, comme je l'ai. Hein. je pense que c'est l'action, je pense que c'est bien voir. Bah, c'est vrai que c'est pas courant. Ici, en plus, on est sur un site sur lequel on a vraiment une grosse expérience et retour d'expérience là-dessus. Pour terminer, du coup, une petite punaise qui est assez bizarre. Donc, alors, les punaises sont majoritairement phytophages, elles se nourrissent de végétaux. Et c'est là, en fait, c'est une punaise prédatrice qui a été déterminée par mon collègue qui est très branché en entomologie sur les très vieilles landes. Donc, je vous disais qu'on gérait les landes par fauche, pâturage, et certaines, on ne les gère pas. Et volontairement, on souhaite avoir des landes âgées, des landes évoluées. Et cette punaise, notamment, se retrouve dans ces landes vieilles et hautes. Donc elle s'appelle Coranus woodrophée, et donc ça a été la première mention bretonne et une des rares mentions de l'ouest de la France qui a été déterminée il y a 2 ans sur le site ici de Lanberne. Elle est assez abondante ici. Donc voilà, ça brosse un peu différents aspects. Alors, quand je dis que l'aspect ici faunistique est faible, je me tire une balle dans le pied, ou presque. Non, en fait, là, ici, c'est quand même, on a une richesse en lien avec les habitats qui est très forte. Hein. Mais on n'a pas forcément, c'est pas forcément une réserve qui est beaucoup tournée sur l'aspect faunistique, notamment pour son classement. C'est pas l'enjeu principal. C'est pas l'enjeu principal. Mais on va retrouver énormément de choses. Hein. On a quand même une diversité. À l'heure actuelle, ici, on connaît plus de 2000 espèces sur le site, tout confondu. Mais c'est déjà beaucoup en fait. Hein. Et on est en train d'acquérir de la donnée de manière constante. Sur le site, vous avez des busards à passer. Par exemple, ouais, on a du busard qui n'est plus nicheur, mais qui chasse. Et récemment, j'ai observé le dernier busard qui nous manquait, le busard des roseaux, a été observé ici. On a de l'engoulevent d'Europe qui est nicheur, on a la fauvette pichou. Le courlis, non. Alors le courlis, non. Ça, par contre, on l'a plus depuis longtemps. J'ai assisté, je pense, au dernier couple qui a essayé de se reproduire ici en 2003. Mais dans les années 80-85, il y avait plusieurs couples nicheurs ici et c'était un site qui était réputé et connu pour le courlis. À Bécassines. Bécassines et Marais, c'est pareil, il y a 20-25 ans, il y en avait, nicheuse, mais elle n'y est plus. Non. Sarcelles.
Non plus. Non. Des Alors, passages divers. sarcelles, c'est pareil, ouais, voilà, on a des individus assez peu en plus. Hein, l'enjeu canard ici assez faible, c'est essentiellement du colvert qu'on voit. La sarcelle, on l'observe de temps en temps, mais pas nicheuse. Ouais. Et puis quelques observations de canard chipot aussi. Mais voilà, au niveau notamment entomophonistique, donc tout ce qui concerne les insectes, on a quand même des diversités assez fortes. Et si je devais citer une espèce, on va le voir de l'autre côté du panneau, c'est le Damilasuxis, qui est un papillon protégé et qui est le symbole de l'association MV, qui est présent sur les deux parties de la réserve en quantité encore assez intéressante. Donc là, c'est un des enjeux assez forts au niveau phonistique, c'est ce Damilasuxis. Avez-vous des questions? Ça va? Est-ce qu'il y a une gestion au niveau du boisement? Oui, il y a des gestions au niveau des boisements. Par exemple, ce type de boisement, qui est un boisement en fait d'espèces exogènes, hein, donc d'espèces non natives du secteur. Notamment ici on a du peuplier à feuilles du Canada et l'épicéa sitka, donc le sapin qui est un peu plus loin. Ça, nous avons prévu dans le nouveau plan de gestion de les virer, si possible, dans la mesure des moyens. Alors malheureusement, on était en partenariat avec plein de structures bretonnes sur un LIFE, donc c'est un outil financier européen, pour tester en fait la réouverture des têtes de bassin, des ruisseaux des têtes des bassins versants. Et le projet a capoté. Alors c'est pas porté par nous, c'était porté par une structure plus importante. Et le projet n'a pas vu le jour et ne verra pas le jour. Donc c'est con parce que c'était tout prévu, tout fléché et on avait de l'argent pour quoi. Là le problème c'est que sur le budget de la réserve qui est assez mince, déboiser ça c'est pas prioritaire et on le fera si on le peut. Donc ça c'est un exemple. On a des secteurs sur lesquels nous souhaitons faire de la réouverture de milieux, notamment réouvrir ou limiter le développement des arbres. Je dirais plutôt limiter le développement des jeunes arbres, notamment des saules et des bouleaux. Et des secteurs où on réouvre de la forêt entre guillemets plus ancienne, c'est très rare. Et pas mal de secteurs sur lesquels on fait de la non-intervention, de la non-gestion. Notamment, on a découvert assez récemment une boulette tourbeuse assez typique qui est un habitat communautaire prioritaire, qui est toute petite, ça fait un demi-hectare, mais là vraiment c'est typiquement le genre d'habitat surtout qu'il ne faut pas perturber. Et on observe et c'est tout ce qu'on fait. Mais majoritairement sur les secteurs de Soleil, on a ici des boisements mixtes et de la pinède sur la partie sud de la réserve, donc ça on fait assez peu de choses. La pinède, nous avons fait une intervention on va dire en 30 ans, c'est on a fait sur un programme européen, on avait enlevé un pin sur deux, puisqu'on trouvait que la pinède avait tendance à trop manger entre guillemets la lande et que la lande en dessous avait tendance à régresser. Donc on a coupé un arbre sur deux qui ont été broyés exportés, mais on a conservé 7 habitats de pinède avec la lande en dessous. Donc majoritairement sur les habitats boisés, une gestion soit très ciblée, très précise, soit une gestion en non-intervention. Alors du coup voilà l'orthophotoplan, la photo aérienne de Landberne. On est toujours situé au parking ici à l'extrémité nord. Hein. Du coup voilà le sentier tourisme handicap qui se fait en aller-retour, 2 km. La grande boucle qui fait les 11 km avec les 12 km ici avec la fontaine du Bagne. Et donc le raccourci ici en pointillé à 6 km. Si vous revenez ici, ce que je vous conseille plus particulièrement, c'est plutôt de partir, alors soit d'ici, maintenant que vous connaissez, hein, le petit parking de Landberne, ou sinon le site de Pont d'Arlenne, qui est situé donc entre Rostronin et Glomel. C'est le site peut-être le plus facile pour découvrir et notamment démarrer par l'aspect canal et également dès le départ. Que dire de plus? On voit ici aussi figurer les mares. On a une centaine de mares présentes sur le site, avec 2 grandes époques de création. Donc les mares sont intégralement des choses qui ont été créées par l'homme. Hein. On n'a pas de mares naturelles, entre guillemets. Donc soit pendant les travaux de creusement de la tranchée, il y a eu des prélèvements de pseudoglais dont je vous parlais, la terre imperméable, pour étanchéifier le canal dans les endroits où il y avait des fuites. Parce que d'ores et déjà, donc je vous ai dit, ici on est sur schiste, mais à peu près ici, tout de suite après, hein, donc cette colline ou ça, ici on a une petite carrière, ouais ça, vous la voyez là? On est déjà sur du granit. Et donc le granit crée ce qu'on appelle de l'arène granitique, donc un sable qui, le canal en fait était peu étanche, donc il y a eu des gros prélèvements qui ont été faits dans les années 1810-20 sur la réserve ici pour en fait étanchifier les fuites sur le canal, notamment sur cette granit. Et plus récemment, on a créé pas mal de mares. On a vraiment une grosse biodiversité liée aux mares que l'on renforce et que l'on maintient ici sur le site. Notamment, alors pour le coup, là, pas mal aussi faunistique, hein, campagnol, la diversité au niveau des odonates. On a ici environ 25 espèces d'odonates connues sur le site, etc. etc.
Les amphibiens, bien sûr. Les 3 tritons, le complexe des grenouilles, donc avec les grenouilles rousses, grenouilles agiles, grenouilles vertes. Et même globalement, on a des migrateurs, hein, quelques chevaliers, on a des observations de trucs un peu plus extraordinaires comme buteurs étoilés, hérons pourprés, mais c'est vraiment à la marge parce qu'on est situé ici sur un site notamment lié aux étangs du canal où on a des sites plus intéressants et des fois on bénéficie de quelques individus isolés comme ça qui viennent sur la réserve. Que dire de plus? Alors voilà ici on dessine le damier, donc une aquarelle de damier de la Succise, et donc voilà ici le logo et le symbole de l'association AMV. Et donc le damier, on reconnaît bien notamment en fait ces petites ossettes, ces petites cases avec ce point noir sur la partie postérieure de l'aile, qui est assez facile à reconnaître en fait. Papillon de taille moyenne, très orangé, qu'on peut voir ici généralement au mois de juin. Des fois un petit peu sur Mois de juin. Est-ce que tu as ici l'azurée des Mouillères? Non, alors sur l'autre partie de la réserve, le marais de Magor-Penverne, nous avions l'azurée des Mouillères. Nous étions le seul site breton à posséder les 2 espèces de papillons protégés au niveau national. C'était une belle fierté pour nous et un élément de classement du site aussi. Et malheureusement, l'azurée des Mouillères a disparu de l'autre site pour plein de raisons. Oui. Sur le site Viviane, il est différent qu'il y avait de la gestiane au nom Oui. et de l'azurée. Alors nous avons la gentiane, nous avons les fourmis nécessaires au cycle, mais il n'y a plus le papillon azuré. Et pour le dernier, ça là, une plante où? Tout à fait, qui s'appelle la Succise des Prés. On verra certainement aujourd'hui. La Succise des Prés. Ouais. Et non, là je ne peux pas vous garantir de vous montrer les chenilles du damier, mais sur l'autre partie du site, j'étais avec un stagiaire la semaine dernière et on a observé des colonies de petites chenilles, alors, surtout petites actuellement. Elles font les 4-5 mm et elles sont enserrées dans des toiles blanchâtres qui servent à les protéger des prédateurs et du climat. Et là, selon le temps, généralement vers la mi-octobre, fin octobre, elles vont s'enterrer et passer toute la mauvaise saison dans la terre, avant de réémerger au printemps, de à nouveau manger la Succise des Prés, notamment ses feuilles, de grossir et devenir un adulte volant qui se reproduit ensuite. Et pour l'azurée, on a pareil des cycles pas identiques, sauf que l'azurée, c'est un ménage à 3 avec une fourmi. Que la larve est ramassée par un type de fourmi qui l'embarque dans la fourmilière, se met en place une relation de symbiose. Donc la fourmi nourrit la larve qui fournit du miel consommé par les fourmis. Et donc la larve grossit tout l'hiver au chaud dans la fourmilière et réémerge au printemps avant de devenir à nouveau un adulte volant. Je ne vais pas parler du règlement interne de la réserve. Vous avez vu qu'on a des panneaux réglementaires, donc on a aussi pas mal des choses qui sont limitées et encadrées. Et comme Cédric, moi j'ai fait une formation aussi pour devenir assermenté, pouvoir dresser au besoin des procès-verbaux ou des timbrements, en tout cas constater les dysfonctionnements de la non-application du règlement interne de la réserve. C'était nous. Donc c'est relativement cool ici parce que bon, on a déjà une fréquentation qui dépasse celle de la baie de Saint-Brieuc. Je vous disais, on a à peu près actuellement 6-7 000 visiteurs par an, ce qui est déjà très bien pour nous. Ensuite, on a des gens comme bien civilisés. Alors ce qui revient de manière un peu récurrente, c'est les chiens non tenus en laisse. Alors avec différents cas aussi, différents degrés. Bon, c'est vrai que quand on a des petits yuki qui s'éloignent pas de plus de 2 mètres, moi je suis assez... Alors je fais la remarque, je suis assez cool. Par contre, quand on voit des gens, des fois, ça m'est arrivé une fois ou deux, qui font du jogging avec des setters anglais ou irlandais qui ont tendance à partir et à aller chasser, là c'est pas la même problématique. Donc pour l'instant, la cigarette non fumée est interdite sur les chemins. Oui. Parce qu'on aurait pu très bien mettre un pictogramme entre la cigarette et le feu. Oui. Interdire d'allumer le feu. Oui. En fait, effectivement. Spécifier clair, le mégot, quoi. Oui, effectivement, le feu. Alors sur des secteurs comme ici, c'est peut-être beaucoup moins problématique, et la cigarette, mais sur le secteur central des Landes, c'est une des menaces quand même qu'on a pris en compte, et j'ai notamment travaillé dessus sur le premier plan de gestion, c'est le feu. Parce qu'on a des témoignages d'incendies qui sont assez anciens, mais par contre ici c'est une pinède, on est sur des landes un peu plus sèches, qui ne sont pas des vraies landes sèches, mais des landes un peu plus, en tout cas en fin d'été, séchantes. Et donc un des risques aussi, ce serait que le feu parte dans la réserve et voilà, la réduise à néant. Donc le camping, les circulations de véhicules à moteur, alors les prélèvements, vous voyez, même s'il y a une particularité dans notre comment dire, décret avec le conseil régional qui précise ce qui est possible de ramasser du coup. En fait, on part du postulat qu'il n'est pas possible de ramasser les choses, de prélever, sauf ce qui est listé. Et les gens du coin sont assez au courant de ça en fait. Ils échangent entre eux, etc. Donc
Oui, c'est surtout pour les gens du coin, quoi. C'est surtout pour les gens du coin. C'est champignons, mûres, châtaignes, quoi. C'est ça, c'est essentiellement champignons et mûres. Et c'est beaucoup champignons. Alors vous voyez le picto qui n'existait pas, parce que je crois que le graphiste a dû le créer donc, par rapport à la chasse aussi. Le site est interdit à la chasse depuis le début, c'est d'une volonté assez forte, hein, malgré le fait que ça a été créé et lancé, initié par des chasseurs. Une petite galerie de portraits, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Hein. Donc, quelques photos ici, donc, notamment on va retrouver la pomme carnivore, donc la Drosera à feuilles intermédiaires, Drosera intermédia, qui est très présente sur le site. On en a vraiment sur une grande majorité du secteur et qui, encore une fois, réagit bien aux perturbations, donc que ce soit la gestion mécanique, le passage du gibier. Hein. On a ici donc cerfs et biches présents. Donc les cerfs et biches dans les zones humides passent toujours dans des coulées. Et en fait, ils vont décaper le sol et en fait, on va souvent trouver de la Drosera par exemple, dans ces passages-là. Pardon? Oui, alors c'est la période du brame, ouais. Et il y a déjà eu du brame ici sur le site. Il y a eu au moins 2-3 années où on a eu du brame. Et cette année, j'ai pas du tout suivi ça. Vous voyez qu'en fait les Drosera peuvent manger aussi des choses assez grosses comme des agrillons, hein, donc des petites libellules, mais donc ça peut consommer des choses d'assez grande taille. Hein. Une espèce vraiment typique des Landes qui s'appelle la Decticelle des bruyères, qui est une jolie sauterelle assez grosse, qui est présent vraiment au sein des Landes, ici en grande quantité. Et on pourrait parler aussi d'une cousine à elle qui s'appelle la Decticelle des alpages, qui est présente sur le site ici et qu'on ne va retrouver que sur les montagnes noires en Bretagne, et même plus que la Bretagne, sur l'ouest de la France. C'est une espèce d'affinité montagnarde. Pour en trouver d'autres, il faut aller sur le massif central en fait. Donc, ce qui montre bien ici aussi le côté collinéen, centre-breton, donc le relief, est lié au climat, donc la pluviométrie, des températures plutôt fraîches. Une photo de Bécasse des Bois. Alors c'est la seule photo qui n'a pas été faite sur le site, mais juste à proximité. On a plusieurs photographes dans le conseil d'administration. Donc ça c'est Jackie Bernard, un photographe animalier du secteur. Oui, de la NISCAT. Photo faite à la NISCAT. Et donc ici on est sur un site sur lequel on fait un suivi avec les bénévoles de l'assaut depuis très longtemps de la Bécasse, avec des circuits et des chiens d'arrêt en fait qui permettent d'estimer les populations. Dans les grandes lignes, on est sur un site réserve important, mais qui a fortement régressé depuis les années 2000. On passe en gros de 30-40 individus avant 2000 à plutôt 10, 15, 20 depuis. En tout cas, l'effet réserve pour cette espèce chassée et chassable est important. Vous voulez de l'agapa ici? Non, on l'a fait, mais on ne le fait plus actuellement. On l'a fait pendant 2-3 années avec le NCFS et on a fait bécassine aussi. Alors la bécassine a fortement régressé sur le site. La bécasse, il y en a toujours, mais pour différentes raisons. Alors c'est vrai qu'il faut relancer quoi. C'est pas un truc qui s'inscrit dans le temps. Donc, et des fois on fatigue un peu, ou une année on zappe d'appeler, et puis on l'a fait, oui, 2, 3, 4 années de suite. La vipère péliade, on parlait des serpents, hein, donc bien présente sur le site, et puis donc le cerf est là, donc cette photo est également faite à Lamberne, hein, sur la lande remaniée dont je parlais tout à l'heure, donc là, le secteur le plus sauvage. Voilà, bah, j'ai à peu près fini ma présentation.
viticole, ici pas réellement tourbière. Et du coup, on a une plante là, qui s'est récrimée majoritairement. C'est le Rhynchospore brun, donc cette plante là. Ça fait un petit gazon là de plantes avec des fruits. Alors les fruits bruns sont moins visibles, la plante est un peu passée, on est en fin de saison. Et donc voilà, je dirais presque l'habitat, alors pas au centre naturel du Mille, mais l'habitat le plus intéressant du site, c'est ces pelouses de landes humides à tourbeuse à Rhynchospore brun, donc, dans lequel on va retrouver d'autres espèces comme les Drosera, la seigne de la Pilet ou le Lycopode inondé. Mais c'est vraiment l'habitat à enjeu majeur de ce site-là de la réserve de Landeberg. Ah oui, donc c'est pour ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a une banque de graines dans le sol. Là, c'est plus vraisemblablement, c'est plutôt ça. C'est plutôt une banque de semences au local qui est présente. Et en fait, en perturbant, en rajeunissant, les systèmes pionniers repartent assez vite et ça exprime. Ouais. Et c'est vrai qu'on est sur des pas de temps courts, quoi. Et donc au niveau régional, en fait, sur cet habitat-là, on est ici sur le site majeur pour la région Bretagne. Pour ces pelouses et cet habitat de Rhynchospore brun. En fait, le Rhynchosporion, il est mal décrit. Il y a deux espèces, il y a le Rhynchospore blanc, qui est plutôt dans les tourbières à sphènes, etc. Et le Rhynchospore brun, qui est plutôt dans les systèmes de landes humides à tourbeuse. On va retrouver la Drosera, une Drosera intermédiaire, on a quelques pieds qui subsistent. Alors, ils font un peu la tronche cette année, hein. Mais ici on a beaucoup de Drosera. Donc voilà quelque chose qui a été perturbé il y a C'est aussi 2 ou petit que 3 ans. ça d'habitude. Alors elles peuvent être plus grosses, hein. Mais là en fait je pense que la plupart des pieds Parce que là, on voit rien. plus importants ont séché en fait cette année. Donc là j'ai entre mes doigts par exemple, des pieds plus importants mais Ils sont secs. qui ont séché. Oui, ils sont tout petits, hein. Je vous l'accorde que là les pieds sont tout petits. En fait on est vraiment sur rouges là. Oui. Ouais. Ah ouais. Ouais. On est vraiment sur des systèmes hyper oligotrophes, c'est-à-dire vraiment pauvres. Donc on va se faire quoi là? Des carrés comme ça? On va en faire un. On va peut-être juste aller voir le carré, dans ça sur des grandes superficies. Le plus grand qu'on ait fait en manuel, c'est 100 mètres carrés, c'est déjà grand. Et pour l'instant, on a fait le choix de pas. Il y a les Hollandais, par exemple, qui font ça sur des hectares. Mais pour l'instant, Mécaniquement, il y a des petites graines, vous les voyez? Des graines qui sortent, qui est en train de se réexprimer. Quand c'est trop lourd, comme ça. Il y en a un qui travaille pas, puis Cédric qui travaille 3 fois trop, j'arrive pas à vider ses coups. C'est du Bah, en fait, après l'appel, il faut. Si, c'est ça, vraiment pour arroser, quoi. Ouais, et puis exporter en fait. Ça, on va le mettre à décomposer dans un secteur peu intéressant. Ouais. En fait, c'est juste pour pas que ça reste sur place. Ah, passe devant, c'est pas grave, c'est-à-dire. Là, dans le temps, on va le couvrir, on ne pas trop lourd. Parce qu'en plus, la terre est, voilà. la terre est bien chargée. Non, moi En humidité, là. je le ramène par là. Pour pas me faire une pioche. Un râteau pour ratisser tout ça. Non, il a dit qu'il fallait pas rater la pelle. Une photo comme ça. Oh, il a été placé. Donc, même si on fignole pas, on essaie de Regarde, tirer, moi, j'ai réussi à prendre des photos. Pourquoi il y en a qui filment? faut pas que les racines restent, sinon ça repart très vite. C'est qu'ils ont fait la voie, quoi, je pense. Hein. Ouais. C'est ça. Oui. Ils ont des opaques, l'arrêt du lait. Donc ici, je vous l'ai dit, ça entretient environ une trentaine d'hectares sur la réserve de Landeberg depuis fort longtemps. Ça démarre en 1994 de pâturage. Donc on est sur une base de double poney Highland qui viennent des montagnes écossaises. Donc c'est des double poneys rustiques. On est monté au plus fort, je crois, à 9 ou 10 individus, ils sont classés actuellement. Ils sont, hormis 2 d'entre eux, tous sont des sorties là. Et ils sont tous jeunes, ils ont une dizaine d'années. Donc on a un système assez simple actuellement de pâturage. On a un emploi ici ville d'été chez hectares, sur lequel en fait on va venir mettre une clôture qui va recouper 5 hectares, les 5 hectares les plus portants et les plus appétants, pour
en fait une réserve de fourrage qu'on met généralement en octobre-novembre. Oui, c'est pas grave. Est-ce que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Il y a des bruits des chevaux quoi. Vous faites de l'équitation aussi ou quoi? Non, on l'a pas entendu. Bon, ça tenir. T'as la même crinière, t'as la même crinière. Non, parce que ma voisine qui parlait d'un cheval mal coiffé. Ah bah oui, regarde, c'est toi. J'ai cru qu'elle parlait de moi. On n'en fera plus, on en a fait. Oh ben non. Ce que je voulais, c'était justement. Ouais, parce que moi, la belle crinière. Non, parce que le troupeau est à sa taille optimale. C'est un jour avec les Armands, on est allé à Corlay visiter, tu sais, le centre. Parce que le terrain qui est, Alors, le terrain qui est ici comme ça, il est comment il était comme ça avant quoi. Bah, ça c'est un terrain qui est, c'est une prairie normalement humide, qu'on a besoin comme ça. Mais en fait c'est un peu trop pâturé. C'est pas catastrophique, mais c'est quand même un peu trop pâturé. Le problème des chevaux, c'est qu'ils vont surutiliser les secteurs, surutiliser d'autres. Ah ouais. Et en plus, on va le voir, on en parlait tout à l'heure, la bourdaine n'est pas mangée, c'est une plante légèrement toxique. Et donc ici, le souci, c'est qu'on a des secteurs où les arbres se développent trop malgré les chevaux. Ah oui, ce sont les ronciers aussi. Les ronciers. Les ronciers également, ouais, d'où peut-être chèvres, vaches, moutons. Alors, les vaches, on les... Rien qu'en avant de trésorerie, ça fait du temps. Alors, les chèvres, c'est soit plein de électrifiés, c'est assez haut. Ici, on a une mosaïque d'habitat à la base et on souhaite avoir une mosaïque de type de gestion. C'est les deux. Certes, on a une mosaïque d'habitat au départ, mais on veut gérer différemment. Comme l'an 40, on dit ça, les pauvres, ils n'ont pas de cabane. On leur fait une cabane, peut-être qu'ils construisent sur le site. Ils vont à la limite mettre à l'abri besoin de ça, et puis ils sont vraiment rustiques. Hein. Parce que ici le mur, ça doit tailler quoi. Je veux dire, pardon. Et la bourdaine ici, elle repart suite à un broyage que j'ai fait. Alors, c'est l'année dernière ou l'année Non, c'est l'année dernière. Enfin, j'ai fait en 2 fois, mais j'en ai fait ici du broyage toujours forestier que j'ai rebroyé à chêne pour entretenir à nouveau le milieu. Alors, là, je vois sur le cœur du site, c'est cette bande qui est pâturée. On verra la dernière partie qui est la bande remaniée. Par exemple, le dernier Crawling-Nisher, Côte d'Armor, c'est fini depuis 2-3 ans. Et Finistère, depuis Vilaine et Morbihan, ça fait longtemps que c'est fini. Finistère où il doit rester. Donc ça serait qu'un parfois du site de retour. Ça revient pas. Ah oui, c'est les belles ici. Ah oui, d'accord. Les derniers achats comme un niché, je pense, on reste encore au monde d'arrêt, mais ça fait 2 ou 3 coupes à fond. Vous déjà vous tournez comme 100 mètres carrés. Non, ils vont plus loin. Gros verra qui se balade un peu partout. Ça, ce qui est rougeâtre ici, c'est l'arrivée de la Narcissus ossifrage, la plante tourbeuse là. Ah oui. C'est la fleur jaune. Ouais. D'accord. Heureusement que je l'ai redemandé parce qu'en fait, je ne pas. D'Armor. Donc c'est la sphène de Lapilla. Monsieur de Lapilla, c'est un gars originaire de Gourin. Ah C'est une fleur ça. C'est une sphègne. C'est une mousse de tourbière. Une mousse des tourbières, d'accord. Ouais. Alors vous voyez, ça fait des petits Ça coussins. ressemble un petit peu comme des œufs de grenouille quoi. Ouais, alors ça tapisse le fond ici de l'ornière. Et c'est vraiment, je peux vous la faire tourner si vous voulez, on la remettra. Ça repart plutôt bien. La clé, c'est un bain de mot. Pardon?
C'est un nom propre, donc c'était dans le même. Non, de là, Pilet. Ah, d'accord. P-Y-L-I-E. D'accord. Les gars de Brest, là, ils viennent régulièrement ici. Pour faire ta botanique. Ouais. Humide, mais pas inondé. La photo du haut, c'est la même chose? Ouais. Ouais, mais il y en a une qui est en fleurs. Non, en fait, ça fait pas de fleurs déjà. C'est une reproduction végétative. D'accord. Je viens de dire. Et alors, la sphinx de la Pilès, sans rentrer dans le détail non plus, elle n'a pas de reproduction. Alors, Non, Non, elle n'a qu'une reproduction végétative. sauf que c'est pas la parajardinaise non plus. Alors. Non, ça veut dire qu'en fait, soit il y a des micro-brins qui restent dans votre substrat et qui s'expriment à la faveur d'une perturbation, ce qui est certainement le cas Ouais. ici, soit il y a un transport par des animaux, Ah, mais oui. bon, c'est Ah d'accord. plus complexe. Ah ouais. Il reste combien de temps Et à la alors, toile, les ça, petits, là ça vit dans l'eau, ça? Généralement, en fait, elle pond ses œufs à la fin. Enfin, on voit les bien, c'est la petits, capsule avec la grappe de petits Oui. araignées, quoi. On dirait une fleur, ça. Ouais, pour la voir comme ça, c'est sûr que. La fille d'une fille qui s'occupe des terres-d'amis, c'est une passionnée des araignées. Il s'occupe de. Du terrarium des terres-d'amis. Ah oui. Je sais plus. Donc c'est un tout petit bassin versant et donc effectivement les pierres jusqu'au vert. J'ai entendu une grenouille agile.